L'écriture pour faire avancer les droits des femmes. J'ai toujours voulu ça, même très très jeune. Il n'y a pas d'instinct biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. J'ai toujours voulu avoir une vie indépendante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Le Deuxième Texte, notre nouvelle émission sur les idées féministes. Alors, je suis super contente et on est super contente de vous retrouver avec mes consoeurs journalistes et chroniqueuses dans cette émission, Marie Kirchen et Gabrielle Dédier. Alors Gabrielle, je te présente 2 secondes quand même. Tu es autrice du livre « On ne naît pas grosse » aux éditions Goutte d'Or et tu es aussi en train d'écrire un autre livre, je crois, c'est ça ? Oui, c'est un livre que je suis en train d'écrire pour terminer mon cycle de réflexion sur la grossophobie. C'est mon premier roman et en fait ça se passe avec des gros dans une télé-réalité et ça se passe dans une société qui est hygiéniste et enfin où du coup je dénonce 2-3 trucs par rapport à ça. Ah, on a grave envie de le lire. Marie, je rappelle que tu es rédactrice en chef des-Inrocks.com. Salut. Alors, quelques mots sur le deuxième texte. On rappelle que dans ce podcast, on s'intéresse à des œuvres de femmes et à des œuvres féministes pour un petit peu en extraire la substantifique moelle, les idées. Et aujourd'hui, on a choisi Hunger de Roxane Gay. Je ne sais pas comment ça a dérapé à ce point, ou plutôt, je le sais très bien. Je me suis mise à manger pour modifier mon corps. Je l'ai fait délibérément. Des garçons m'avaient détruite et j'ai failli ne pas y survivre. Je savais que jamais je ne pourrais supporter un autre viol, alors j'ai mangé, parce que je pensais que si mon corps devenait répugnant, je pourrais tenir les hommes à distance. Ces phrases sont extraites de Hunger de Roxane Gay. Roxane Gay est une écrivaine américaine, noire, bisexuelle, obèse, de 44 ans. Elle est devenue une autrice féministe absolument incontournable en 2014 avec la parution de Bad Féministe, qui a été traduit en français l'année dernière. Dans ce recueil d'essais, elle se définit avec humour comme une mauvaise féministe et se moque de ses propres contradictions. Oui, elle aime le rose, oui, elle aime la télé-réalité, mais cela ne l'empêche en rien d'être une brillante défenseuse de la cause des femmes. Et donc aujourd'hui, on veut parler de son livre Hunger, ça veut dire faim en anglais, c'est sorti en 2017 aux États-Unis et il a été traduit en français chez De Noël en janvier dernier. C'est un livre qui parle du corps, d'un corps qui mange et qui enfle pour se protéger des agressions sexuelles, d'un corps forteresse, d'un corps de femme violée. L'écrivaine y raconte sa faim de nourriture, sa soif d'humanité et son combat toute sa vie pour se libérer de ce viol. Hunger, c'est l'histoire d'une faim qui guérit et qui tue à la fois. Roxane Gay est grande et grosse, elle fait 1m91, elle a atteint jusqu'à 260 kg. C'est ce qu'on appelle l'obésité massive. Elle dit avoir grossi délibérément, donc. Et pourquoi ? Parce qu'un garçon qu'elle aimait et ses copains du même âge l'ont détruite quand elle avait 12 ans. Elle a subi un viol collectif, ce qui est déjà une violence extrême, mais son calvaire ne s'arrête pas là. Il y a ensuite les moqueries en classe. Elle devient la risée des élèves, la salope. Elle raconte ensuite sa solitude et la nourriture qui lui sert de réconfort. Hunger, en fait, c'est le récit d'un engrenage. Roxane Gay mange parce qu'elle veut s'enlaidir, parce qu'elle veut se protéger, se rendre intouchable aux yeux des garçons. Mais plus elle mange et plus elle se déteste, plus la honte s'installe, plus elle se sent coupable. Et elle n'arrive à calmer cette culpabilité qu'en mangeant. Devenir grosse, très grosse, c'est se plier en 4 et se faire toute petite dans l'espace public. C'est renoncer aux transports en commun, aux salles de théâtre, aux sièges trop étroits. C'est se refuser de partager un accoudoir, dit-elle. C'est éviter de porter des vêtements aux couleurs vives. Plus vous êtes gros, plus votre monde rétrécit. Devenir grosse, très grosse, c'est éviter de manger un paquet de chips devant tout le monde, sous peine de subir une remarque. C'est avoir une pression constante de sa famille, des gens dans la rue, de ses collègues, de ses camarades, de ses amis.
Pour échapper à cette pression, Roxane Gay dit avoir appris à se déconnecter de ses proches, à vivre dans sa tête. Et puis peu à peu, on voit la forteresse se fissurer. Au fil des années, de la chaleur y entre, de la lumière. Elle apprend à aimer son corps. Elle devient plus forte. Elle prend conscience qu'on l'aime. Elle assume sa vulnérabilité. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle image, cette image de la forteresse qui s'ouvre petit à petit à l'humanité. Et c'est pour ça, je trouve qu'Hunger est bien plus qu'une faim de nourriture. C'est vraiment une faim des autres. Donc j'ai trouvé ça très beau et moi je me suis attachée à Roxane Gay au fil de la lecture de ce livre. Et du coup je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous, Marie et Gabriel, vous en pensez. Est-ce qu'il vous a touché ce livre ? Clairement, enfin moi, il m'a énormément touchée. Déjà que c'est un livre qui est très intime. Enfin, toute son œuvre est très intime. Elle s'inspire beaucoup de sa propre vie, de ses expériences, y compris pour ses fictions. Donc là, c'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement ici. Elle raconte quand même. Elle dit qu'elle a beaucoup de mal à en parler, mais elle raconte quand même un viol particulièrement atroce qu'elle a subi à 12 ans. Elle raconte la relation avec ce garçon où on voit qu'elle est clairement sous emprise. Elle raconte toutes les humiliations qui sont liées à son poids. Alors, premièrement, je trouve ça très très courageux parce qu'en fait, personne n'a envie de raconter ce genre de choses. Enfin, c'est toujours très dur que d'écrire ce genre de détails assez intimes. Et deuxièmement, je trouve qu'il y a vraiment l'aspect que c'est un vrai outil féministe. C'est-à-dire que moi, ça me fait beaucoup penser aux groupes de parole dans les années 70 ou même plus récemment avec MeToo. On voit que c'est ce phénomène où voilà, une personne prend la parole et raconte et dit moi c'était comme ça, et en fait une autre dit en fait moi aussi. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que c'est pas juste une histoire d'une personne, c'est vraiment quelque chose qui est bien plus large en fait. Moi de mon côté, très honnêtement, j'ai été bouleversée. Et j'ai été d'autant bouleversée que ce qu'elle raconte, je suis passée par... alors, si j'ai pas vécu ce viol atroce qu'elle a vécu, et heureusement, toutes les souffrances qu'elle raconte par rapport à son corps, je les ai vécues et je les ai racontées. Et effectivement, Marie parlait d'écrire l'intime. Écrire l'intime, c'est quelque chose qui est quand même... super compliqué. Moi, je sais que pour écrire l'intime, j'ai dû m'isoler. J'ai dû partir dans une résidence d'écrivain, dans un couvent. Et j'ai dû vraiment couper avec le monde qui m'entourait et que je connaissais pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que la lecture d'Hunger a vraiment été difficile pour moi parce qu'il y a des chapitres entiers que j'aurais pu écrire et quand je l'ai lu, je me disais, mais heureusement que nos livres sont sortis en même temps parce qu'on aurait pu croire que l'on se pastichait tant il y avait de points communs. Et ce qu'elle raconte, moi, ça vraiment, chaque mot a résonné en moi vraiment très fort. Et au-delà de construire des forteresses, en fait, ce qu'elle raconte, c'est que nos corps, nos adiposités, elles sont l'écho des violences que l'on subit. En fait, c'est comme si ce tissu adipeux était une réaction immunitaire à l'environnement dans lequel on est. Les gens me terrifient. Leur façon de me regarder, de me fixer, ce qu'ils vont dire de moi, les cruautés qu'ils vont me balancer. J'entends les commentaires grossiers qu'ils murmurent. Je vois les regards, les rires et les ricanements. Je vois leur dégoût légèrement masqué ou franc. Je fais semblant de ne pas le voir. Ce qui m'a particulièrement marqué dans ce livre, c'est vraiment l'omniprésence de la grossophobie. On voit bien que dans la vie de Roxane Gay, la grossophobie est partout. Et pourtant, c'est un phénomène qui est encore très mal connu, notamment en France. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'on en discute toutes les trois aujourd'hui. On a toujours entendu parler de racisme, de sexisme, d'homophobie, d'islamophobie, d'antisémitisme. Et pourtant, pour la grossophobie, c'est un peu différent. C'est-à-dire que souvent, on justifie la discrimination contre les personnes grosses par des questions de santé. Dans son texte, Roxane Gay montre vraiment le calvaire que les préjugés grossophobes font subir aux personnes grosses, donc c'est les regards,
c'est les moqueries, sont les gens qui vont lui faire des commentaires si elle mange tel ou tel aliment en public, mais c'est aussi les clichés qui sont associés aux personnes grosses, donc par exemple la paresse. Donc la grossophobie, c'est des remarques méchantes, humiliantes, mais c'est aussi le calvaire du shopping, par exemple. Donc Roxane Gay décrit très bien dans son livre qu'elle ne trouve rien à sa taille dans les magasins. On sait pourtant qu'il y a une partie importante de la population qui est grosse, et pourtant l'industrie se refuse à fournir des vêtements dans les plus grandes tailles alors qu'il y a un marché. Il y a aussi la grossophobie médicale. Donc l'obésité est régulièrement présentée comme une épidémie, comme vraiment un souci majeur de santé publique. Et pourtant, les médecins sont souvent pas équipés pour soigner les personnes grosses. Je pense notamment aux brassards pour prendre la tension, qui sont souvent trop petits. Donc tout ça, Roxane Gay décrit très bien ces humiliations du quotidien qui rendent vraiment sa vie et plus généralement la vie des personnes grosses absolument infernale. Je précise également que la grossophobie, c'est aussi la discrimination à l'embauche, et ça, on n'en parle pas assez. En 2016, il y a une étude qui a été menée par le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail qui a montré que les femmes obèses sont 8 fois plus discriminées que celles qui ne le sont pas. Et pour les hommes, c'est 3 fois plus de discrimination pour les hommes obèses. J'ai l'impression que la dénonciation de la grossophobie commence doucement à émerger en France. Mais c'est encore un discours qui a vraiment du mal à se faire entendre. On a l'impression que c'est assez inaudible pour certains. Donc, Aude, Gabriel, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez une idée sur le sujet. Pourquoi vraiment est-ce qu'on ne reconnaît pas la grossophobie comme une discrimination comme une autre ? Déjà, j'aimerais dire que Victoire, le mot grossophobie est entré dans le dictionnaire très récemment. Ouais. Donc, c'est quelque chose de quand même, de positif. Et là, c'est toujours bizarre de se réjouir de ça, mais en tout cas, c'est quelque chose de positif, et la définition qui en est donnée, elle est simple. La grossophobie, c'est l'attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. Voilà. Alors, sur la question que tu viens de poser, Marie, j'ai quelques réponses à proposer. La première, c'est plutôt simple, c'est qu'on vit dans une société dans laquelle il est super facile de grossir, où en fait tout est fait pour qu'on puisse grossir, et c'est une société qui rejette qui rejette les monstres qu'elle engendre, parce que c'est comme ça que la société nous prend pour des monstres. Et dans les raisons donc qui font que les gens ne s'intéressent pas ou ne reconnaissent pas la grossophobie comme une discrimination, il y a cette idée que si tu es gros, tu es responsable de ton état. Alors, quand on la compare aux autres discriminations qui sont sur l'ethnie, qui sont sur la sexualité, qui sont là, les gens entendent que, si tu es noir, tu es noir. C'est comme ça. Tu peux pas te blanchir. Si tu es gros, mais pourquoi tu te plains ? Tu as des tas de solutions pour changer. Donc il y a cette supposée réversibilité qui du coup fait beaucoup de mal aux gros. Ouais, il y a vraiment l'idée que c'est la faute des gens. Je repense à un édito de Christophe Barbier qui date de quelques années, à l'époque où Air France, oui, ça te parle. Ah oui. À l'époque où Air France, disait, nous on veut que les personnes grosses, les personnes obèses achètent 2 sièges au lieu d'un. Et donc il avait fait un édito pour défendre ça, et on voyait qu'il mettait vraiment, il y avait les gros les obèses dont c'était pas la faute parce que c'était génétique, etc. Et ceux dont c'était la faute parce qu'ils avaient un comportement alimentaire dérégulé, etc. Et ça c'était vraiment hyper fort. Donc du coup, eux, c'était normal de les faire payer, en fait. Ah oui, mais c'est important ce que tu dis sur le bon gros et le mauvais gros. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et donc sur cette supposée responsabilité. Et donc le bon gros, c'est le gros qui est malade parce qu'il a pris des médicaments, parce que t'as pris la pilule, parce que t'as un problème de thyroïde. Et le mauvais gros, ce serait celui qui est incapable d'avoir une hygiène de vie correcte, qui est complètement dans le laisser-aller. Et sans jamais aller au-delà. Mais c'est comme on a des bons drogués et des mauvais drogués, et où le bon drogué, ce serait celui qui se drogue pour faire du sport, le dopage sportif, et le mauvais drogué, ce serait celui qui se fait des rails et de coke et qui se met des piqûres dans les bras d'héroïne, quoi. Donc voilà, on est mais c'est toujours un jugement de valeur. Et en fait, ce qui contribue à tout ça, ce sont les clichés et les a priori, les idées qu'on a des gros. Aux personnes grosses, en fait, on ne leur attribue que des défauts. C'est-à-dire que, le gros, il n'a pas de volonté. Le gros, il est fainéant. Le gros, il est sale. Le gros, il est bête.
Et tout ça contribue en fait au fait que on a cet imaginaire collectif où même dans les dessins animés, les personnages gros sont des caricatures. Dans les films, enfin c'est quand même assez prégnant dans la société. En fait, il y a vraiment l'idée que maigrir c'est facile. Enfin, je trouve qu'il y a plein d'émissions qui nous présentent, ou même dans les magazines féminins, 3 kilos avant l'été, etc. En fait, maigrir c'est extrêmement dur. Moi, je suis pas grosse, mais j'ai déjà essayé de faire des régimes, parce que je n'en fais plus. Mais dans ma vie, j'en ai beaucoup fait, et j'ai jamais réussi à maigrir sur le long terme, quoi. Bien sûr, en fait, les études scientifiques nous disent que 95% des régimes amaigrissants sont des échecs à long terme. Donc, cette donnée même devrait faire en sorte que on doive oublier de faire des régimes. Les régimes font grossir. Moi, si j'avais pas fait mon premier régime, quand je pesais 65 kilos, j'aurais jamais fait 150 kilos plus tard. C'est quelque chose de super compliqué. C'est quelque chose qui est très intéressant. C'est à la fois chez Roxane Gay ou chez toi, dans ton livre, c'est tu racontes comment ces régimes ont transformé ton rapport à la nourriture et ont coupé un rapport de plaisir spontané et que c'est aussi ça qui engendre après le fait de devenir gros. Mais oui, parce que t'es dans une phase de restriction. Il y a des gens qui le vivent très bien, ceux qui développeront pas de TCA, mais ils sont pas nombreux. Trouble du comportement alimentaire, hein, je précise pour TCA parce que tout le monde ne le sait pas. Oui, exactement. Donc, tout le monde ne développera pas un rapport déviant à la nourriture ou un rapport pathologique ou compulsif ou tout ce qu'on veut. Effectivement, mais dire que les régimes font grossir, c'est la stricte réalité. Et quand on parlait tout à l'heure de grossophobie médicale, justement, Marie disait que il y avait pas de matériel adapté et que les médecins étaient pas toujours équipés, mais ils sont juste pas formés sur le problème de l'obésité. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, on a encore des médecins qui prescrivent des régimes avec des yaourts à bouffer toute la journée. Et ça existe encore malgré les discours, malgré les études scientifiques. On est vraiment dans quelque chose d'hyper têtu. Et donc, pour répondre à la question de pourquoi la grossophobie n'est pas une discrimination au même titre que les autres, c'est parce que le gros, il attire pas la sympathie ni l'empathie, en fait. C'est vraiment de cet ordre-là. Après aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, Marie, sur ta question, moi j'ai remarqué qu'il y avait, c'est vrai, peu d'enquêtes sur le sujet, peu de livres, et quand il y a des études sur le sujet, ce qui me frappe parfois, c'est que les chiffres qui concernent les personnes grosses ne sont pas vus souvent par la presse et les médias. Une chose qui m'a un peu frappée, c'est qu'il y avait une enquête par questionnaire de l'ONG Le Mouvement sur les refus de soins aux urgences et au SAMU suite à la mort, vous vous en souvenez peut-être, de Naomi Muzanga. C'était cette jeune femme, la noire, qui était décédée en décembre 2017 après avoir appelé désespéré le SAMU. Et le Parisien a fait un papier sur cette enquête et il a titré sur le syndrome méditerranéen. Mais quand on regardait les chiffres de cette enquête, moi je sais parce que j'ai fait un article dessus, c'est le poids qui arrive en tête des discriminations selon les gens qui ont répondu au questionnaire. C'était vraiment ça, le premier critère de discrimination aux urgences et au SAMU, parce qu'on est gros. Et pourtant, le Parisien n'a pas du tout titré là-dessus. Et bon, alors ça, c'est un exemple parmi d'autres. Après, il y avait une actu qui faisait que c'était important de parler du syndrome méditerranéen. Complètement, mais c'est pas la seule fois. Je veux dire, c'est quelque chose qui revient assez souvent. J'ai l'impression que c'est parfois occulté. Mais totalement, en fait. Les gens ne savent pas que dans les hôpitaux, les lits, normalement, tu peux pas avoir un lit si tu pèses plus de 130 kilos. Il y a un fauteuil roulant adapté aux personnes grosses par hôpital. Enfin, c'est pas beaucoup. Il y a une ambulance par département pour les gros. Donc, un département, c'est assez grand. Donc, déjà, il faut qu'on précise qu'on est obèse quand on téléphone pour une urgence. Et si on le fait pas, on se fait engueuler parce que le matériel est pas adapté. Moi j'ai plein de retours de personnes qui me disent j'ai précisé que j'étais grosse justement pour avoir ça parce que ça m'est déjà arrivé de me faire engueuler. On se fait engueuler si on prévient pas qu'on est obèse.
Mais quand je dis la société s'en fout vraiment. Enfin, il y a vraiment une détestation du gros. Mais partout, enfin, c'est quelque chose de. Enfin, moi, ce que je peux me prendre juste parce que je marche dans la rue, juste parce que j'occupe l'espace public, c'est quelque chose d'assez étonnant et violent. Est-ce que tu as déjà fait d'ailleurs dans le décompte des remarques que tu subis dans la journée? Parce que je sais plus si c'est dans ton livre ou dans le livre de Daria Marx et Eva Pérez Bello, mais il y a quelqu'un qui décompte comme ça le nombre de remarques et qui dit au bout de 16 remarques méchantes subies dans une journée, je me suis arrêtée de compter. Je pense que c'était dans Gros n'est pas un gros mot de Daria Marx et Eva Pérez Bello. Mais non, moi je me suis pas attelée à ça parce que il y a des périodes où ça va qui sont plutôt soft, mais il y a des périodes où on ne sait pas pourquoi. Ça arrive comme ça plusieurs fois par jour et je vous cache pas que j'ai un casque sur les oreilles et j'écoute de la musique, donc je pense que ça me préserve de beaucoup de choses parce qu'il y a pas très longtemps je me promenais justement et j'avais mis pause voilà, et derrière moi il y avait des gars qui étaient en train de prendre des paris sur le poids que je faisais. Donc je me suis retournée et enfin voilà, je les ai envoyés bouler, mais donc je pense que grâce aux écouteurs, je me passe de tout ça, mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Et pour revenir sur ta question, Marie, qui était donc pourquoi est-ce que la grossophobie n'est pas une discrimination au même titre que les autres? Moi, les gens la voient pas comme telle en fait. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a aussi des raisons historiques. Je pense que le racisme, le sexisme et plus récemment l'homophobie sont un peu les trois grandes discriminations au niveau historique où il y a eu des vrais mouvements, et l'antisémitisme aussi bien sûr, donc 4 on va dire. Il y a eu des vrais mouvements antiracistes, antisexistes, des vrais mouvements LGBT, des vrais mouvements de lutte contre l'antisémitisme dès le 19e siècle et même avant. Alors que le surpoids, c'est vu comme une discrimination, c'est assez récent en fait. Il n'y a pas d'histoire très longue des luttes anti-grossophobie, en tout cas en France. Il y en a un peu aux États-Unis, mais même aux États-Unis, il me semble que c'est plus récent que toutes les autres discriminations qu'on a citées. Et aussi, autre raison, c'est que... Alors, c'est une suggestion, c'est une hypothèse, hein, vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense aussi qu'il n'y a pas de mouvement identitaire aussi fort que sur les autres discriminations. Alors quand je dis identitaire, qui revendique avec fierté une identité, justement parce que être gros, c'est plus difficile peut-être de le revendiquer comme une identité, comme être noire, lesbienne ou femme, parce que dans le poids, même si certes, c'est certainement pas un choix, et même si c'est très difficilement réversible, il y a quand même cette idée qu'on change. Et d'ailleurs, les personnes grosses subissent des régimes et changent de poids, etc. Oui, mais après, tu pourrais dire l'homosexualité, souvent, enfin, un des trucs qu'on nous a beaucoup dit, c'est tu peux te guérir de ton homosexualité. Oui, donc, mais c'est faux. On est d'accord. Mais comme c'est très dur de maigrir, et en fait, c'est faux aussi de dire les gros, vous n'avez qu'à maigrir. Donc, je sais pas si c'est ça, mais je pense qu'effectivement, qu'il y a beaucoup moins d'organisations collectives, de mouvements militants qui sont faits, et que les quelques-uns qu'il y a eu, en fait, ils sont complètement oubliés par la mémoire. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un papier sur la grossophobie où, du coup, j'avais un peu repatouillé tout ça et recherché, et je m'étais vraiment rendu compte qu'en fait, il y a quand même des trucs et que personne les connaît en fait. Enfin, que ça a pas du tout été repris. C'est pas, je sais pas, dans les séries d'été, dans les hebdos, où on fait jamais un truc sur toute la militance contre la grossophobie en fait. En fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est sur les gros. Enfin, déjà, il faut quand même rappeler les chiffres. Il y a 40% des Français qui sont en surpoids. Donc on peut pas créer une identité avec 40% de la population. Enfin, ça ferait 30 millions de personnes. C'est compliqué. On n'arrive pas à le faire avec une nationalité. Enfin, non, on le fait. Les femmes peuvent revendiquer. Enfin, il y a un mouvement féministe très fort mais qui n'englobe pas du tout toutes les femmes. Et beaucoup de femmes ne se reconnaissent pas dans la militance. Je parle pas dans l'égalité, etc. Mais dans la militance féministe, toutes les femmes ne s'y reconnaissent pas. Tu vois, la part de femmes qui militent par rapport au nombre de femmes, elle est infime. Non, oui, mais je veux dire, il y a beaucoup de femmes et
il y a une identité femme qui est là, qu'on soit... d'ailleurs, elle est plus revendiquée chez les féministes, mais elle peut, même sans se dire féministe, on peut très bien revendiquer le fait qu'on est une femme. Et je pense que c'est pas exactement la même chose avec les personnes grosses, même s'il y a une ambiguïté, c'est difficile. Je dirais pas que c'est complètement réversible, etc. Je vais certainement pas dire ça, mais même Roxane Gay, quand on lit son livre, elle dit qu'elle a pas envie, qu'elle ne s'identifie pas à son poids et qu'elle a pas envie de se définir par ça. Mais justement, c'est ça qui est intéressant quand tu parles d'identité. Moi, je ne me définis pas comme, mon obésité, mon surpoids, c'est pas comme ça que je me définis. Après, il y a des gens qui se définissent comme ça, pour qui ça fait partie de leur identité. Moi, je sais que c'est quelque chose dans lequel je ne me reconnais pas, mais parce que en fait, le truc de pourquoi les gens revendiquent pas quand ils sont gros, c'est que, il y a d'abord cette culpabilité qui est intériorisée quand tu es gros, et il y a ce truc où, même si tu sais que les gens ont tort, il y a un moment où tu te dis, ouais, bon, d'accord, peut-être que, et tu acceptes, les violences, tu les intègres en fait, et du coup tu ne te rebelles plus. Va me trouver un grand procès où il y aurait eu, vraiment un procès dont tout le monde connaîtrait l'histoire sur une discrimination envers les personnes grosses. Il y en a pas. Et pourquoi il y en a pas? C'est super compliqué. Quand tu culpabilises d'être toi, c'est super compliqué d'aller revendiquer quelque chose. Moi, je sais que souvent, on m'a dit, parce que j'ai beaucoup parlé des discriminations à l'embauche que j'ai subies, où on m'a quand même dit des choses comme le quotient intellectuel est inversement proportionnel à l'IMC en entretien d'embauche, où on m'a dit que ce serait pas me rendre service de m'employer parce que je ne saurais pas m'intégrer à une équipe de gens qui ne sont pas gros. Ça, ce sont des choses qui sont illégales et que je n'ai pas porté plainte parce que moi-même j'étais dans la détestation de ce que j'étais et que je me disais ouais, ok. Et la seule fois où j'ai décidé d'aller porter plainte, c'était pour un cas de harcèlement sexuel plus grossophobie. En gros, mon collègue de travail m'avait expliqué que les femmes grosses c'était des femmes qui étaient avides de sexe et que du coup il allait s'occuper de moi. Quand je suis allée porter plainte, et autour de moi, les gens qui travaillaient avec moi m'ont dit « Oui, mais personne va te croire parce que tu es grosse et que personne a envie d'aller vers une grosse. » Donc, c'est terrible. Elle est à tous les niveaux en fait. Et en fait, les gros, leur stratégie, ça a été de raser les murs et de pas se montrer. Quand je dis qu'il y a 10 millions de personnes obèses en France, les gens ils me disent mais ils sont où? Ils sont où? Ils sont invisibles. Ils sont totalement invisibles. Et autre chose aussi pour nuancer un petit peu aussi la question de pourquoi est-ce qu'on reconnaît pas la grossophobie au même titre que les autres discriminations? Faut quand même rappeler que même si certes, je suis d'accord au niveau sociétal, elle est pas reconnue comme les autres discriminations, mais elle est quand même dans les 25 critères de discrimination reconnus dans la loi pour lesquels on peut porter plainte. C'est l'apparence physique plus exactement, c'est pas le poids. Voilà, mais l'apparence physique, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire avoir les cheveux bleus, ça veut dire plein de choses, l'apparence physique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est super compliqué parce que déjà, pour que les gens se défendent, il faudrait déjà qu'ils soient conscients que c'est pas normal ce qui leur arrive. D'après les médecins, il s'agissait de la seule thérapie efficace contre l'obésité. C'étaient les médecins. Ils étaient censés savoir ce qui était le mieux pour moi. J'avais envie de les croire. Un psychiatre nous a parlé de la façon de se préparer à l'opération, comment gérer notre alimentation une fois que nos estomacs feraient la taille de notre pouce, comment accepter que, dans notre entourage, les gens « normaux », entre guillemets, ces mots, pas les miens, puissent essayer de saboter notre projet, parce qu'ils sont attachés à nous considérer comme des gros. Nous avons appris que nos corps seraient privés de substances nutritives pour le restant de nos jours et que nous ne pourrions plus manger et boire sans laisser passer une demi-heure entre les deux. Nos cheveux deviendraient filasses, peut-être même qu'ils tomberaient. Nos corps seraient susceptibles de souffrir de vidange gastrique rapide, un syndrome dont le nom se comprend sans effort d'imagination. Et bien sûr,
Il y avait les risques liés à l'intervention. Nous pouvions mourir sur la table d'opération ou succomber à une infection dans les jours suivants. Alors, à ce moment-là, Roxane Gay parle de chirurgie bariatrique. Donc, qu'est-ce que la chirurgie bariatrique ? La chirurgie bariatrique, c'est le fait de diminuer chirurgicalement la taille de l'estomac. Donc, il y a plusieurs types d'opérations. Je pense que c'est pas la peine qu'on les décrive parce que toutes consistent en la même chose, en fait. Réduire l'estomac des 3/4. La France, c'est le pays où on pratique le plus la chirurgie bariatrique. Alors que la France n'est pas le pays où il y a le plus de personnes obèses. C'est quelque chose qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de grossophobie, de société grossophobe. On s'est lancé dans le business de la chirurgie. En Angleterre, le taux d'obésité est de 26% et les médecins estiment que pour au moins garder le taux d'obésité constant, il faudrait pratiquer la moitié du nombre d'opérations que l'on pratique nous chaque année. En 2015, on était à 50 000 opérations par an. L'année dernière, on est passé à 60 000 opérations par an. Alors pourquoi est-ce qu'on nous propose ça ? Parce que on essaie de nous faire maigrir depuis des dizaines d'années et comme je le disais tout à l'heure, les résultats sur les régimes amaigrissants sont juste 95% d'échecs, voilà, c'est même pas discutable. Et donc il y a ces chirurgies qui nous arrivent des États-Unis qui à l'origine sont des chirurgies pour les gens qui avaient des cancers. C'est parce qu'on s'est rendu compte que les effets secondaires de ces chirurgies de cancer de l'estomac notamment faisaient maigrir les gens qu'on a utilisé ces techniques-là pour faire maigrir les gros. Et donc je pense que c'est important d'aborder ce sujet-là parce que l'opération, la chirurgie bariatrique, c'est devenu la nouvelle injonction qui est faite aux gros. Les résultats sont spectaculaires. Hein. Quand on subit une chirurgie bariatrique, donc on perd au moins 75% de son surpoids la première année. Les gens perdent 50, 60, 80, 100 kilos en une année, c'est énorme. Donc évidemment, ce sont des chirurgies qui font rêver parce que quand t'es là, que t'es à 150 kilos et qu'on t'explique que l'année prochaine tu feras un 36 et que t'auras plus à subir ce corps-là, c'est évidemment hyper tentant. On nous parle beaucoup moins des effets de la chirurgie bariatrique. Alors évidemment qu'il y a des effets qui sont positifs. Il y a cette perte de poids, il y a un recul du diabète de type 2, il y a des tas d'aspects positifs médicalement à cette chirurgie. Par contre, on nous parle beaucoup moins des aspects négatifs de ces chirurgies. Et donc, on nous parle souvent donc les statistiques au niveau échec. Alors, quand on parle d'échec, on parle de reprise de poids. Donc, les statistiques échec, c'est entre 20 et 40% de reprise de poids après 2 ans après une chirurgie bariatrique. Ce qui est quand même énorme quand on sait qu'on a amputé un organe pour maigrir et que 2 ans, 3 ans après, 4 ans après, on peut faire partie des 40% personnes ayant repris ce poids. Mais il n'y a pas que ça. C'est 20 à 40% de personnes qui reprennent leur poids initial et pas qui reprennent 40% de poids, alors. Oui, c'est ça. Oui, pardon, je me suis mal exprimée. Les échecs des chirurgies bariatriques sont quand même assez importants. Quand t'as enlevé l'estomac et que tu reprends ton poids au bout de 3 ans, c'est quand même compliqué. Du coup, il y a une surenchère des opérations parce qu'une fois que t'en as fait une, la seule solution, c'est de continuer à en faire. C'est super violent. Et dans les effets négatifs de ces chirurgies, on nous parle pas du taux de suicide augmenté. Une personne qui a été opérée se suicide, le taux de suicide est 4 fois supérieur à la population générale quand on est opéré. Le taux de divorce est de 50%. La perte des cheveux pour beaucoup de personnes, la perte des dents, des anémies et des syndromes qui vont avec. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette citation parce que quand je dis que c'est les nouvelles injonctions, c'est que aujourd'hui on va voir son médecin généraliste pour un rhume.
il parle de chirurgie bariatrique. On va voir le dentiste, il parle de chirurgie bariatrique. On va voir l'ophtalmo, il parle de chirurgie bariatrique. C'est quelque chose qui, en claquant des doigts, et il y a une sorte de fascination autour de ça avec les personnes opérées qui sont elles-mêmes les propres ambassadrices de leur chirurgie, avec des avant-après qui sont phénoménaux, où il y a une multiplication des pages Facebook et des sites communautaires d'opérés, mais où les violences sont assez énormes parce que une fois que ces personnes ont perdu leur poids, elles culpabilisent celles qui ne font pas comme elles. C'est quelque chose de très dur. D'ailleurs, ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que Roxane Gay elle-même, qui pourtant est très, on va dire, suspicieuse et très... on voit bien elle a une ambiguïté très forte avec ces chirurgies-là dans son livre. Elle-même, donc, a annoncé, bien après la sortie du livre, avoir effectué une chirurgie bariatrique. C'est normal et je la comprends, parce que il y a cette pression-là, et puis il y a aussi qu'est-ce que je vais faire de ce corps. Enfin, elle a atteint 260 kilos, faut quand même les porter. Et alors, moi, je suis pas une opposée contrairement à ce qu'on pense souvent, je suis pas opposée à la chirurgie bariatrique. Moi, ce qui me fait peur dans la chirurgie bariatrique, c'est que elle devient automatique et qu'on la propose à des gens de moins en moins gros. On la propose à Roxane Gay à 260 kilos, ça me paraît pas délirant. Mais là, quand je vois des nanas de 90 kilos qui se font opérer et qui sont prêtes à aller en Tunisie si on veut pas les opérer en France, c'est devenu quelque chose d'assez troublant, en fait, cette course à la chirurgie bariatrique. Il y a quand même des gens à qui on dit t'es pas assez grosse pour te faire opérer, et qui pleurent de pas être assez grosse pour se faire opérer, tant la pression sur le corps pour devenir mince est là, en fait. Moi aussi, parfois je fantasme sur ces opérations parce que je me dis, mais purée Gaby, dans 1 an tu feras la moitié de ton poids. Alors pas facilement, pas en claquant des doigts, parce que les conséquences, elles sont quand même super importantes, mais il y a cette fascination répulsion, et je comprends que les gens y pensent et le fassent, et quand c'est fait dans de bonnes conditions, ok, mais il faut quand même savoir que 80% des opérés ne sont pas suivis. Ce qui m'amène à vous poser une question, les filles, c'est pourquoi, à votre avis, les grosses sont les grandes oubliées du féminisme? Pourquoi les féministes acceptent de déconstruire certains de leurs privilèges, mais jamais leurs privilèges minces? Moi, j'ai l'impression que le mouvement féministe est constitué très massivement de femmes. Et les femmes, dès leur plus jeune âge, sont soumises vraiment à plein d'injonctions sur la minceur, sur l'apparence, et que du coup, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a toutes intégré très, 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 très jeune. Et qu'on n'a pas que les femmes mettent du temps à déconstruire plus tard, voire ne le font jamais. C'est limite faire un régime, ça fait partie de l'identité des femmes. C'est en couverture dans les magazines dits féminins. Moi, je sais que même personnellement, alors que j'ai jamais été grosse, mais je sais que j'ai commencé à faire, entre guillemets, des régimes super jeunes. Genre, j'avais 10 ans, tu vois, je me disais, il faut que je sois au régime parce que, c'était comme si c'était, en tant que femme, ce que je devais faire, quoi. Je devais, porter des jupes et faire un régime. J'ai arrêté tout ça. Mais c'est vraiment un truc qui est constitutif, parfois qui est vu comme constitutif de l'identité féminine. Et j'ai l'impression que c'est une déconstruction qui est pas encore faite, en fait. 80% des femmes font au moins un régime par an. Et il n'y a pas 80% des femmes qui sont en surpoids. Ouais. C'est fou, ouais. Bon, moi, j'ai pas fait beaucoup de régimes, mais j'en ai fait quand j'étais ado. Et ça, je me souviens d'avoir une période où je me pesais un peu constamment. Et c'est une période assez difficile, l'adolescence, avec le regard, on a les seins qui poussent, tout ça. Et à ce moment-là, je me souviens d'avoir vraiment subi cette injonction. Ça, c'était très fort aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que je suis assez d'accord avec toi, Gabrielle, c'est que moi, dans mon expérience de journaliste qui interviewe des associations féministes régulièrement, c'est que j'ai vu qu'elles négligeaient non seulement la question du poids, mais souvent beaucoup d'autres discriminations. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'associations féministes avec quasiment que des femmes blanches. Il y a beaucoup d'associations féministes avec très peu de femmes âgées, où on se retrouve entre femmes de 25 à 35 ans, et voilà. Il y a aussi, je suis assez frappée qu'il y a beaucoup d'événements féministes, y compris de
d'associations qui ont vraiment pignon sur rue, qui sont très connues, qui sont pas accessibles aux femmes handicapées. Pas du tout. Donc, je pense que mais alors, à la décharge de toutes ces associations, je pense que c'est pas facile de penser toutes les discriminations ensemble. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. On va peut-être quand même le définir parce que c'est un concept super important. C'est un concept sociologique qui a été forgé en 1989 par la juriste féministe américaine Kimberly Crenshaw. Je sais pas si je le prononce bien. Et qui en fait vise à la prise en compte des multiples discriminations d'une même personne en les considérant globalement. Donc c'est l'idée qu'il y a des points de recoupement entre ces discriminations et des combinaisons qui font que ça donne quelque chose d'autre. Être femme et noire, c'est pas juste la jonction du sexisme et du racisme, ça donne aussi quelque chose d'autre. Être une femme âgée, c'est une discrimination aussi, une combinaison spécifique avec des effets spécifiques. Et parfois d'ailleurs, les effets s'annulent. Moi, j'en parle dans mon livre des intrus en politique. On a un homme politique, Amou Bouakaz, qui se dit aveugle, arabe et handicapé, et il dit que le côté aveugle, donc le handicap finalement, a adouci le côté arabe, parce que il y a un stéréotype de violence sur les hommes arabes qui est adouci par le côté, le stéréotype de faiblesse qui existe sur les personnes handicapées. Donc on voit qu'il y a vraiment des combinaisons spécifiques entre les discriminations. Mais donc ce que je veux dire, parce que là je m'éloigne, c'est que c'est pas facile de penser toutes ces discriminations ensemble. Donc je rappelle encore une fois qu'il y a 25 critères de discrimination dans la loi, et encore on a vu que celui sur l'apparence physique, il pourrait être détaillé en de multiples discriminations en fait. Et donc il faut penser à l'origine, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, au poids, au handicap, à l'âge, à la religion, à l'état de santé, aux discriminations syndicales, aux discriminations politiques, au fait qu'on peut discriminer pour un tatouage, un piercing, etc. Et donc, je me rends compte moi-même, parfois, quand ça m'est arrivé d'organiser des événements, que je pense pas, moi non plus, à vérifier qu'il y a des chaises adaptées aux personnes grosses, ou que le lieu il est bien accessible, etc. Et donc je pense que plutôt que de se fouetter, l'idée c'est de faire des piqûres de rappel régulièrement, d'en parler. Et je pense aussi que ça évolue, parce que j'avais fait une enquête sur les jeunes féministes pour Feu, le magazine vraiment qui est mort. Et donc, mais cette enquête avait montré que la question de l'intersectionnalité, elle est vraiment beaucoup mieux prise en compte par les jeunes féministes aujourd'hui. Le féminisme est plus inclusif qu'avant. Et il y a beaucoup de jeunes femmes qui savent ce qu'est l'intersectionnalité et qui vraiment sont soucieuses de croiser les discriminations, ce qui était moins le cas avant. Et je voulais dire aussi que justement ton livre participe, Gabrielle, à ce féminisme inclusif. Et j'ai une question pour toi, c'est pourquoi est-ce que tu as eu envie de l'écrire ? Alors, d'abord, je vais réagir sur le fait que tu dises que mon livre s'inscrit dans ça. Et alors, je vais être totalement honnête, c'était clairement pas pensé. Enfin, vraiment. Mais moi, donc, pourquoi j'ai écrit On ne naît pas grosse. Je l'ai écrit à un moment où j'avais plus d'appart, j'avais plus de travail, j'avais pas d'acédique, j'étais vraiment au 36e dessous. Ça faisait des mois que j'étais dans une dépression et qu'il n'y avait pas un jour où j'imaginais pas la façon chaque jour j'imaginais comment j'allais me suicider. En fait, c'était assez éprouvant. Et il se trouve que j'étais à une soirée avec des potes et que pour la première fois de ma vie, je parle à ces potes-là. Enfin, j'étais ivre. Sinon, je pense que je l'aurais pas fait. Enfin, j'étais ivre et j'ai parlé de grossophobie à un moment. Je sais plus de quoi on parlait et j'ai dit ouais, mais façon, vous savez ce que c'est la grossophobie? Et puis là, les gens me regardent et ils me disent bah non. Et donc ils me disent mais enfin de quoi tu parles? Et tout le monde était assez étonné parce que tout le monde me connaît plutôt volontaire et plutôt un peu enfin j'aime bien me la ramener et du coup les gens étaient assez étonnés et donc parmi eux il y avait des amis qui étaient en train de monter une maison d'édition, les éditions Goutte d'Or. Geoffrey, un des trois, m'a dit écoute, envoie-moi un mail parce que je veux bien que tu me racontes. Et je lui ai raconté et puis il m'a appelé le soir et il m'a dit écoute, on fait un bouquin.
Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc je l'ai pas pensé en termes de féminisme inclusif ou quoi que ce soit. Je l'ai pensé vraiment en termes de on va acculturer les gens en fait. On va leur expliquer, parce que ce qui était évident pour moi évidemment ne l'était pas pour les autres. Moi tout ça, enfin je trouvais même ça presque futile de raconter ça, parce que vu que je le vivais de l'intérieur depuis longtemps. Ça me paraissait étrange que ça saute pas aux yeux d'autrui, et donc moi le but c'était vraiment plutôt d'expliquer ce que c'est, de mettre ça, afin de l'amener dans le débat public. Et c'est pour ça que c'était important pour moi que ça soit une enquête et pas un livre purement théorique mais que ce soit une enquête incarnée, mais une enquête en fait. Et c'était important pour parler des différentes discriminations et pas pour rester sur un simple pan de la grossophobie. Et alors, moi j'ai été frappée, je sais pas toi Marie, mais par les points communs entre ton livre et celui de Roxane Gay. Ouais. Ils sont vraiment ressemblants. Oui, et toi-même d'ailleurs tu dis que tu as été frappée. Il y a la même idée que la culpabilité ou le sentiment de rejet fait encore plus manger. Par exemple, il y a ces deux phrases-là, je voudrais les dire à l'antenne. Tu dis: chaque fois qu'on m'a demandé de maigrir, j'ai grossi. Je réagis violemment à ces injonctions, je me braque, je transforme la souffrance en frénésie alimentaire. Et Roxane Gay, elle dit quasiment la même chose, elle dit: la pression permanente de ma famille m'a rendue têtue, même si la seule personne à qui mon attitude faisait du mal, c'était moi. Elle m'a poussée à refuser de maigrir afin de punir ces gens qui prétendaient m'aimer, mais qui ne m'acceptaient pas telle que j'étais. Et c'est une citation parmi d'autres, mais il y en a plein qui renvoient vers cette même idée-là. Et par exemple, tu dis aussi que tu manges pas par plaisir, mais dans des moments de crise, tu expliques ce que sont ces crises. Mais pour te remplir, tu as même cette phrase qui est vraiment incroyable. Tu dis: pour saigner de l'intérieur. C'est une phrase qui est vraiment, moi, qui m'a bouleversée. Et Roxane Gay, elle décrit quasiment la même chose. Donc, voilà, qu'est-ce que t'en penses? En fait, je pense que dans les points communs avec Roxane Gay, il y a ce fait d'être grosse par réaction au monde qui nous entoure. Je pense qu'il y a un côté, alors même si le terme est un peu galvaudé, mais c'est un peu une façon d'être punk aussi. Quand je discutais avec mes psys, avec mon endocrino, etc. Un jour, un de mes psys m'a dit, Gabrielle, moi je pense que vous êtes grosse parce que c'est votre façon de dire merde au monde en fait. Et donc parmi, oui, il y avait des tas de raisons médicales qui faisaient que j'étais devenue grosse, mais le fait que ça reste, il y avait de ça aussi. Et en plus, dès le départ, je dois avoir un caractère qui est totalement rétif à toute, à toute frustration. Mais c'est surtout, je pense que c'est aussi une façon inconsciente de tester les gens qui sont autour de nous, en fait. Moi, je sais que j'ai testé l'humanité des gens, c'est très prétentieux, mais à un moment, ceux que je choisissais dans mon entourage, c'était j'habitais dans le sud, à Montpellier, et s'il y avait des gens qui avaient honte d'être avec moi à la plage, évidemment, c'était une sélection naturelle qui se faisait en fait, et plutôt que de culpabiliser parce que il me dire et d'être malheureuse, en fait c'est comme ça que je fonctionne, et je crois que ça fait partie des choses qui font que tu sélectionnes aussi ton entourage. Et alors, il y a d'autres points communs sur lesquels je voudrais un petit peu revenir. C'est, par exemple, toi aussi, tu stockes des vêtements que tu portes pas, et vous détestez aussi toutes les deux qu'on vous touche. Donc ça, j'ai trouvé ça... Alors, est-ce que tu veux dire un mot rapidement là-dessus ? Rapidement, ouais, la carotte d'avoir une chemise en 42, c'est quelque chose, c'est comme si c'était le but à atteindre, et du coup je fétichise ce vêtement-là en me disant peut-être que. Et sur le fait d'avoir un problème avec le fait qu'on nous touche le corps. Alors en ce qui me concerne, c'est antérieur à mes problèmes de poids. J'ai vraiment toujours eu un problème avec le fait qu'on me touche, mais parce que j'ai toujours eu un problème avec l'altérité en fait, et avec ma relation à l'autre. Et ça a été aggravé par ma prise de poids. Où là c'est devenu insupportable que je me touche moi-même en fait. À certains moments de ma vie, je pouvais même pas me laver parce que me toucher, ça voulait dire que je rendais ce corps le corps était réel en fait, il était à nouveau connecté à mon cerveau, et alors que
le refus de ce sens-là, du toucher, ça te déconnecte de ton corps. Moi, pour finir, j'aimerais bien qu'on parle en fait de la question politique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit qu'effectivement, il manquait un mouvement très fort pour lutter contre les grossophobies. Il y a quand même un collectif dont on ne peut pas ne pas parler, qui s'appelle Gras Politique, qui a été lancé assez récemment, et notamment les deux cofondatrices, Daria Marx et Eva Pérez-Bello, ont sorti ce livre dont on parlait tout à l'heure, Gros n'est pas un gros mot, que je conseille vraiment à tout le monde. Ça se lit très rapidement, il est pas cher et il est vraiment top. Donc il y a ça, il y a vraiment Gras Politique qui fait tout un travail quand même là-dessus pour faire parler de ce sujet-là. Il y a aussi, on peut parler de la mairie de Paris qui avait fait une journée contre la grossophobie, ce qui est un peu une première pour une collectivité comme ça territoriale. Mais c'est vrai que donc, ça avance doucement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que les choses bougent en fait ? Alors, sur Gras Politique, ce qui est super intéressant, c'est que, elles ont vraiment une activité qui est protéiforme, qui va de la militance et de prendre en considération, de faire des propositions collectives, mais aussi des choses qui sont plus en rapport avec le corps, notamment des ateliers. Cours de yoga. Ouais, le yoga, qui est un cours de yoga adapté aux personnes grosses, mais aussi des ateliers de parole sur la violence que subissent les personnes grosses et elles ont vraiment beaucoup d'activités et depuis quelque temps elles font aussi de la prévention et qu'elles font des réunions, elles animent des ateliers sur les violences médicales. Donc c'est quelque chose de super important. Et c'est d'autant plus important qu'en fait jusqu'à Gras Politique, les associations et les collectifs qui tournaient autour des personnes grosses, c'était plus des associations que j'ai envie de dire de confort, même si je sais pas si le terme est approprié, mais qui étaient plus sur alors les vêtements, même si c'est pas que du confort de s'habiller, il y a quelque chose de politique aussi là-dedans, mais qui était plus autour des rencontres, faire sortir les gros ou leur faire rencontrer des gens. Alors que là, Gras Politique, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est de l'engagement et sans mauvais jeu de mots, quoi. C'est peser dans le game. C'est tout à fait ça. Et donc pour répondre à ta question, il y a des actes forts qui doivent être menés pour moi par le collectif et c'est aussi pour ça que c'était important de faire une enquête sur les discriminations parce que ça nous révèle qu'il faut qu'on travaille sur comment on intègre les gens à l'emploi vu que cette grossophobie elle est quand même tellement intégrée par les employeurs, comment faire en sorte que le gros ne soit plus rejeté de la sphère travail, et aussi sur comment on forme les soignants à ces personnes grosses qui, je rappelle, 40% de la population est en surpoids et 15% est obèse. Donc voilà, et ces collectifs sont importants parce qu'ils permettent de réfléchir à ces questions-là et les pouvoirs publics doivent s'emparer de ces questions-là en fait. C'est ça. Mais j'ai aussi envie de dire que il y a les pouvoirs publics et après il y a le reste et je pense que c'est aussi nécessaire de montrer des gros, notamment dans la sphère médiatique. Oui, et aussi on peut faire des choses à titre individuel parce qu'il y a le collectif mais il y a l'individuel. Et d'ailleurs je voudrais noter que dans la conclusion de Gros n'est pas un gros mot justement, il y a tout un tas d'actions qui sont listées qu'on peut faire à titre individuel si on n'est pas concerné. Par exemple, cesser de rire aux blagues avec des stéréotypes sur les personnes grosses. On peut dire gros, faut pas avoir de tabou sur le fait de dire gros. En tout cas, c'est ce que conseillent Eva Pérez-Bello et Daria Marx. De lutter contre la grossophobie, de aussi penser quand on a des amis gros, quand on les invite dans un bar du quartier, de prendre en compte les chaises, est-ce qu'elles sont bien adaptées, etc. Et donc moi, si j'avais un dernier message en tant que personne mince qui n'a pas à souffrir de tous les problèmes que subissent les personnes grosses, je dirais aux personnes minces qu'il faut qu'elles essayent de penser aux contraintes, de se mettre à la place d'eux, et penser aux contraintes des personnes grosses lorsqu'elles les invitent au resto, lorsqu'elles les invitent au ciné, lorsqu'elles organisent des événements. Et surtout, il faut cesser de penser que le poids est un problème de volonté. Il faut essayer d'avoir un petit peu d'empathie et de bienveillance et de comprendre pourquoi on devient gros. Et pourquoi on le reste. Merci à vous deux. Merci à toi. Un grand merci aussi à notre chroniqueuse invitée Gabrielle Dédier.
On rappelle que ton livre « On ne naît pas grosse » est disponible aux éditions Goutte d'Or. Retrouvez le deuxième texte chaque mois sur slate.fr. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify et Google Podcasts. Et c'est encore mieux si vous pensez à nous laisser 5 étoiles. Prochaine émission dans un mois. À très bientôt dans le deuxième texte.